Commençons. Peut-on dire que ce que Trump vient de faire est une erreur? Peut-on le qualifier ainsi? Oui, je pense que nous le pouvons. Je pense que c'est une erreur colossale. Je ne sais pas exactement comment cela va se dérouler. Il pourrait y avoir un effondrement en Iran, je ne le pense pas personnellement, mais si je disais que cela n'allait pas arriver, je ne dirais pas la vérité parce que, enfin, je n'en sais rien. Je ne sais pas à quel point l'Iran est stable, mais je ne vois aucun bon résultat pour l'Occident, pour les États-Unis, pour le monde dans cette affaire. Surtout pas pour les États-Unis. Si cela échoue, et par échec, j'entends si le gouvernement iranien survit, si le système politique en place survit, car il s'agit désormais clairement d'une opération visant à renverser le gouvernement iranien. Si l'Iran survit, alors ce sera un désastre politique énorme pour les États-Unis, pour Donald Trump et pour l'ensemble de la position américaine au Moyen-Orient. Si cela réussit, je ne vois pas en quoi ce sera finalement bien meilleur. Parce que oui, pendant un certain temps, Trump pourra parader et affirmer qu'il a renversé le régime en Iran et tout cela. Mais on se retrouvera avec un pays très très brisé, malheureux, fragmenté, chaotique, ce qui provoquera d'énormes problèmes au Moyen-Orient et entraînera une instabilité bien plus grande dans la région. Et en attendant, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, en Occident, nous sommes devenus tellement cyniques à propos de tout que nous finissons par ignorer ces choses. En attendant, tout le monde peut voir une fois de plus que toutes ces déclarations des États-Unis, selon lesquelles c'est un pays pacifique, amical, une grande démocratie, là pour protéger les valeurs des peuples, rien de tout cela ne tient vraiment la route. Eh bien, tout cela est absolument insensé. Prétendre que ce sont les États-Unis qui provoquent l'agression et répandent la violence à travers le monde, qu'ils propagent à nouveau la violence au Moyen-Orient, créant une crise potentielle au sein de l'islam, et qu'ils prennent des mesures susceptibles de conduire à une crise sur les marchés mondiaux de l'énergie, auxquels la majeure partie du monde, pas la Chine, soit dit en passant, mais la plupart des autres pays, est extraordinairement mal préparée à faire face, y compris les alliés européens de l'Amérique. C'est donc une erreur énorme, colossale. Mais il ne faut jamais oublier non plus qu'il s'agit clairement d'un acte d'agression. Et comme cela a été décidé il y a longtemps à Nuremberg, à l'insistance des juristes américains, l'agression est le plus grave de tous les crimes internationaux. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas que l'Iran s'effondrera pour le moment. Je pense en revanche que l'Iran survivra à cette épreuve. Et il y a un dicton, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, je pense qu'il est tout à fait possible que l'Iran sorte de cette situation plus fort que jamais. Mais même si, disons, Trump finit par obtenir ce qu'il veut, je pense qu'il y a déjà beaucoup de coups visibles. Le plus récent, par exemple. Je viens de lire qu'un destroyer et un navire de ravitaillement ont été touchés. Et oui, ce qui est intéressant, c'est l'endroit où se trouvent ces deux navires, dans l'océan, si loin. Cela semble déjà être un coup dur pour la confiance des États-Unis en soi. La puissante armée américaine n'est plus considérée comme aussi puissante, et je pense que cela à lui seul représente une perte pour les États-Unis. Ensuite, il y a la relation avec les États du Golfe. Je pense qu'elle a également été gravement affectée. De plus, en termes de prestige, car ces nations ont beaucoup payé les États-Unis, et cette fois, les États-Unis ont échoué à les protéger. Donc, rien que ces deux éléments constituent déjà une grande perte pour les États-Unis. Tu as raison sur les deux points. Puis-je simplement dire quelques mots sur l'aspect militaire de cette affaire? Je n'avais pas entendu les rapports concernant le destroyer et le navire de ravitaillement. Mais si c'est vrai, cela ne me surprend pas.
cela ne fait que renforcer un autre point. L'Iran est loin d'être le pays le plus puissant. Il y en a d'autres dans le monde qui sont bien plus forts. Mais les États-Unis, en essayant d'atteindre leur objectif en Iran, ce qui, comme vous le dites à juste titre, n'est peut-être même pas possible, à savoir renverser son gouvernement, ont déployé la moitié de leur flotte disponible. La plupart du reste est au port, et ils ont tenté d'envoyer un troisième porte-avions, mais il n'a pas pu fonctionner. Ainsi, la moitié de sa flotte, la moitié de sa force aérienne, il a dû déployer tous ses avions de réserve, ses missiles, ses systèmes de défense aérienne. De nombreux rapports, dont je ne doute pas de la véracité, indiquent qu'il commence à manquer de tout cela. Le président Trump se plaint déjà que son prédécesseur, Joe Biden, ait commis la terrible erreur d'envoyer des armes à l'Ukraine, ce qui est en soi intéressant, d'ailleurs. Je veux dire, cela montre qu'en dépit de ses affirmations selon lesquelles tout va bien, il est en colère. Il sait, au fond de lui, que ce n'est pas le cas. Cela paraît impressionnant, mais on commence à voir apparaître des faiblesses. Il s'avère que les États-Unis ne peuvent pas mobiliser l'ensemble de leur flotte comme ils l'avaient prévu. Neuf des porte-avions sont définitivement à quai et doivent y rester, car ils ont besoin de réparations. Il n'y a pas assez de techniciens, et apparemment, tous les avions ravitailleurs américains sont désormais mobilisés pour cette opération. Ainsi, les États-Unis utilisent en pratique toute leur puissance disponible pour attaquer un pays qui n'est même pas parmi les plus puissants. Maintenant, quand on regarde cela, quand on prend du recul et qu'on réfléchit à ce que cela signifie, cela montre que dans un conflit avec un pays comme la Russie, ou que Dieu nous en garde, la Chine, les États-Unis seraient complètement dépassés. Et c'est la réalité. Oui, et je pense aussi que c'est une énorme erreur de sa part de ne pas passer par le Congrès. Beaucoup de gens disent que c'est illégal. Je veux dire, s'il passe par le Congrès, il y a une possibilité qu'il obtienne son approbation. Au moins, si ça ne se passe pas bien, il pourra dire « Eh bien, vous étiez d'accord avec ça » et des choses comme ça. En ce moment, tout repose sur lui. C'est lui qui a pris cette décision, non? Oui, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, puis-je simplement ajouter quelque chose? Il y a une imprudence croissante. Les États-Unis, revenons à l'Irak, en 2002-2003. George W. Bush s'est adressé au Congrès. Il a obtenu l'autorisation du Congrès. Il a également consulté le Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, il n'a pas obtenu l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, mais au moins, il a essayé. Il a envoyé Colin Powell et Powell a prononcé son célèbre discours. Ils ont fait tout cela. Ils ont au moins donné l'apparence de respecter le droit national et international, de faire les choses de manière constitutionnelle. Cette fois, ils n'ont fait aucune de ces choses. Ils ont ignoré le Congrès. Ils sont allés complètement à l'encontre du rôle constitutionnel du Congrès, qui est censé être l'organe chargé de déclarer et d'autoriser la guerre. Ils ont donc méprisé le Congrès, ils ont méprisé le Conseil de sécurité de l'ONU, et ils ont agi de manière totalement irresponsable. Et comme vous le dites à juste titre, si tout tourne mal, une seule personne portera la responsabilité. Et ce sera Donald Trump lui-même. Pourquoi est-il aussi déterminé à ce sujet? Son propre chef d'état-major interarmé, le général Dan King, a d'ailleurs déclaré publiquement qu'il y était opposé. Il ne pensait pas que c'était une bonne idée. Et pourtant, Trump est tellement résolu à le faire. Quelle en est, selon vous, la raison? Je pense qu'il y a deux raisons. Premièrement, je crois que Trump
afin de redevenir président en 2024, a fait énormément de promesses à toutes sortes de personnes disposant de beaucoup d'argent qui ont tendance à être de fervents partisans d'Israël. Et ces personnes commencent à réclamer leur dû. Je pense qu'avec Trump, c'est toujours un facteur très très important. Il est également malheureusement vrai qu'il n'aime pas l'Iran ni le gouvernement en place. Il est assez âgé pour se souvenir de la prise d'otage de 1969 et de l'attentat de Beyrouth en 1983. Il vit encore dans ce monde-là, marqué par tous ces événements. Et bien sûr, il veut aussi montrer qu'il est un homme plus grand, plus intelligent, plus fort et plus dur que celui qu'il déteste vraiment, Barack Obama, qui avait conclu cet accord avec l'Iran il y a toutes ces années. Alors Trump a dit que cela allait durer 4 ou 5 semaines ou quelque chose comme ça, mais beaucoup se demandent si les États-Unis disposent vraiment de suffisamment d'arsenaux pour tenir 4 ou 5 semaines. Par exemple, les missiles intercepteurs commencent à manquer. Trump en rachète maintenant à certains pays du Moyen-Orient. Et un point qui a beaucoup attiré l'attention en Chine, c'est ce système THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, qui avait été déployé en Corée du Sud. Je me souviens qu'il y a quelques années, quand cela s'est produit, c'était un énorme sujet. On disait que c'était pour protéger la Corée du Sud contre la Corée du Nord. Mais la Chine y voyait une menace dirigée contre elle. C'était tellement important que des gens en Chine voulaient même sanctionner la Corée du Sud et ce genre de choses. Eh bien, il s'est avéré que le président sud-coréen de l'époque a ensuite été emprisonné pour corruption. Et maintenant, on reparle de ce système THAAD. Probablement que Trump veut le déplacer et le déployer au Moyen-Orient, ce qui est assez ironique. Mais malgré tout, tous ces signes montrent que les États-Unis manquent des arsenaux nécessaires pour continuer pendant 4 ou 5 semaines, n'est-ce pas? C'est tout à fait exact. Et cela rejoint votre remarque sur le fait que les États arabes du Golfe ont misé leur sécurité sur une garantie américaine, en s'attendant à ce que les États-Unis soient là pour les protéger. Et bien sûr, les États-Unis ne sont même pas capables de protéger leurs propres bases dans les États du Golfe. Nous avons vu des attaques contre leurs bases à Bahreïn, au Qatar et en Arabie saoudite. Nous avons vu que les États-Unis ont dû évacuer leurs ambassades de lieux comme Riyad et d'ailleurs. Et maintenant, vous avez dit qu'ils veulent racheter leurs armes aux Arabes. Ils rachètent leurs propres armes. Leurs armes sont celles que les Arabes essayent d'utiliser pour se défendre. Et maintenant, ils essayent d'amener les missiles THAAD depuis la Corée du Sud. Des missiles censés protéger la Corée du Sud contre la Corée du Nord. Sauf que, bien sûr, il s'agissait, en réalité, de la Chine. Comme je le dis toujours, tout finit par tourner autour de la Chine aux États-Unis. Mais maintenant, ils doivent les rapatrier parce qu'ils en manquent. Ils rappellent tout aussi vite qu'ils le peuvent, car ils sont en pénurie de tout. Et encore une fois, ils ont dit aux États arabes, « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, nous sommes si puissants, nous vous protégerons. » Nous sommes toujours là pour vous. Les États arabes se rendent maintenant compte que ce n'est pas vrai. De plus en plus de rapports indiquent que les États-Unis ne peuvent tout simplement pas soutenir cette opération aussi longtemps qu'ils le souhaiteraient, et que cela devient de plus en plus coûteux. Eh bien, je soupçonne qu'ils misent sur l'une de deux choses. Soit l'Iran épuise d'abord ses missiles et ses drones, ce qui est possible. Soit une sorte de crise politique éclate en Iran dans les prochaines semaines. Parce que si aucune de ces deux choses ne se produit, alors ils seront dans une situation très très difficile. Je trouve cela intéressant chaque fois que Trump en parle. Ce qui n'arrive pas très souvent, ce qui est en soi un autre point intéressant.
D'accord, si on regarde bien sur Truth Social, normalement, il publierait, disons, toutes les 2 heures peut-être quelque chose. Mais c'est resté très calme dans l'ensemble sur son Truth Social. Et les rares fois où il en a parlé, il appelait sans cesse les gens en Iran à se soulever. Il me semble qu'il place tous ses espoirs là-bas. Je trouve simplement que c'est une observation intéressante. Oui, absolument. Yes, absolutely. I think he listened to Netanyahu. Je pense qu'il a écouté Netanyahou et les Israéliens, ainsi que des personnes comme Laura Loomer. Et Mark Levin aux États-Unis disait que le peuple iranien aspire à se soulever et à renverser ce gouvernement malfaisant. Il suffisait, selon lui, de tuer l'ayatollah et quelques-uns de ses autres responsables, et tout s'effondrerait en Iran. Tu serais le grand vainqueur, le libérateur de Téhéran, celui qui aurait mis fin à ce régime maléfique. Et je pense que Trump est tombé dans le piège. Il est très facile à manipuler, et nous l'avons vu se reproduire encore et encore avec lui. Eh bien, mais n'est-ce pas la même erreur qu'ils ont commise avec l'Irak? N'est-ce pas aussi cette idée « Oh, les Irakiens en ont assez de Saddam Hussein, il suffit de s'en débarrasser et tout ira bien ». Oui, ils refont sans cesse la même erreur. Eh bien, en effet, ils n'apprennent jamais, parce que ces gens ne veulent jamais apprendre. Ils n'en ont pas la capacité. Ils partent toujours du principe que tout finira par s'arranger, qu'il leur suffit d'exercer suffisamment de pouvoir et que cela suffira. Et quand cela échoue, ce que des gens comme Mark Levin, Laura Loomer, Lindsey Graham et tous les autres font toujours, c'est dire que si cela n'a pas marché, c'est parce qu'au lieu d'y aller à fond et jusqu'au bout, nous avons retenu nos coups. Nous aurions dû envoyer l'armée aussi, une invasion terrestre ou quelque chose de ce genre. Et bien sûr, tout se serait alors merveilleusement arrangé. Puis ils se le répètent entre eux, et on voit apparaître des articles avançant cette affirmation extraordinaire dans les diverses publications que ces gens produisent tous. Et au bout d'un certain temps, cela devient pour eux la sagesse conventionnelle. Ce n'est jamais une erreur. C'est toujours à propos de tous ces gens qui aspirent à être libres. Ils ne tiennent pas compte des réalités de sociétés profondément religieuses, où la religion et la politique ne sont pas séparées comme elles le sont en Occident. Tout le monde est censé vouloir être libre, américain et en bons termes avec les États-Unis, et ils aspirent au retour du roi. Vous savez, l'ancien roi ou son fils. Et comme je l'ai dit, il y a toujours de la surprise et de la stupeur quand cela ne se produit pas, mais on explique toujours cela par un manque de volonté de notre part. C'est toujours la réponse. Et parfois, ils blâment aussi ces pays. Ils pensent que ces gens ne sont pas, tu sais, instruits ou bien informés, qui sont endoctrinés. Tu sais, ce sont des gens stupides, arriérés. Donc parfois, ils font ça aussi. Ouais. Oui, des troupes sur le terrain. Trump n'a pas écarté cette option, et le Texas non plus. Alors, tu penses qu'ils envisagent sérieusement cela? Oui, en fait, je le pense, parce qu'ils se trouvent maintenant dans une situation où ils doivent soit reculer, soit avancer. Et je crois qu'ils y réfléchissent. Mais quand je dis cela, je ne veux pas dire que je pense qu'ils le feront réellement au final. Je pense que s'il y a la moindre possibilité d'essayer, il y aura tellement d'opposition aux États-Unis même que ça deviendra politiquement impossible. Déjà, cette guerre est très impopulaire parmi les Américains. Oui, le dernier sondage sur Fox n'a montré que 25% de soutien. Je veux dire, c'est Fox, je penserais que leur public est globalement très favorable à Trump. Mais pour cette guerre, oui. Parce que Trump, autre chose intéressante, ce sont les émissions du dimanche, les programmes du dimanche. Trump n'a envoyé personne, ni Texas, ni Rubio, ni Trump lui-même. Aucun d'eux n'est apparu dans les émissions du dimanche. C'est remarquable aussi, non? Normalement, ils utiliseraient ces émissions pour, disons, convaincre les gens, défendre leur position. Ils n'ont rien fait de tout ça.
Exactly. Mad Stitch. Exciting. Exactly. Ils ont simplement renoncé à convaincre les gens. Ils se disent « Oh, je le fais à ma manière, que ça te plaise ou non, je le fais. C'est tout. Well, exactly. That is the Eh bien, attitude. exactement. Exactement. C'est bien là l'attitude. Je veux dire, comme je l'ai dit, ils font preuve d'une grande imprudence. Ils ignorent le Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ignorent le Congrès. Ils ignorent l'opinion mondiale. Ils ignorent l'opinion de leurs propres alliés, qui sont loin d'être satisfaits de cela. Et bien sûr, ils ignorent l'opinion du peuple américain. The opinion of the American people. En ce qui concerne l'Iran, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des Iraniens qui disent que cette génération, les jeunes, beaucoup d'entre eux, avaient du mal à comprendre pourquoi leurs parents et grands-parents détestaient les États-Unis. Mais après cela, certains ont commencé à comprendre. Parce que selon eux, il semble que le gouvernement américain soit un gouvernement à la Epstein. Soit il viole des jeunes filles, soit il bombarde des jeunes filles. Je trouve que c'est une déclaration forte. Je veux dire, cela donne vraiment une très mauvaise image des États-Unis. Pourquoi ont-ils bombardé l'école des enfants, l'école des filles? Je ne comprends pas du tout. No. Well, also, Non, non. I don't know whether Eh bien, je ne sais pas non plus si cette information est parvenue jusqu'en Chine. Mais il y a aujourd'hui au Royaume-Uni des rapports selon lesquels le bombardement de Téhéran d'hier a été d'une ampleur inouïe, que des hôpitaux ont été bombardés, que des files de personnes essayant de récupérer du lait pour leurs enfants ont été bombardées, et que le palais du Golestan, l'un des bâtiments historiques les plus importants de Téhéran, a été bombardé. Apparemment, les habitants de Téhéran sont absolument sous le choc. Et ce qui est intéressant, c'est que les journalistes occidentaux sont pour la plupart basés dans le nord de Téhéran, qui est le quartier de la classe moyenne, anti-gouvernementale et pro-occidentale, si je puis dire. pro-Western area, if I could put it like that. And even there, you could see from the interviews that people were shocked. Et même là, on pouvait voir à travers les interviews que les gens étaient choqués. Bien sûr, ils ne pensent jamais de cette façon. Ce n'est pas quelque chose qui entre vraiment dans leurs calculs. Et la cruauté de ces attaques est extraordinaire, la violence. Je ne peux m'empêcher de penser que cela reflète une frustration extrême face au fait que le plan initial ne s'est pas réalisé. Et la colère, tu as mentionné la colère envers les gens, parce qu'ils ne se sont pas soulevés et n'ont pas profité de la grande opportunité de paix, de démocratie et d'amitié avec les États-Unis qu'on leur avait soi-disant offerte. Penses-tu qu'ils vont revoir leur politique sur les armes nucléaires, sur la poursuite d'un programme nucléaire? Je parle de l'Iran. Parce que, d'après ce que je comprends, Khamenei lui-même était opposé à ce que l'Iran ait un programme nucléaire, des armes nucléaires. Maintenant qu'il a été tué, son successeur va forcément reconsidérer cette position, non? Absolument exact. En 2024, avant que tout cela ne commence, je suivais et j'observais les médias iraniens. Et les médias iraniens, d'ailleurs, sont très très intéressants. Ils ont leur propre style, qui n'est pas toujours facile à comprendre pour les Occidentaux. Mais en réalité, ils sont très disputants et assez ouverts. Vous savez, ils débattent assez librement là-bas. À cette époque, tout un groupe de responsables affirmait « Nous devrions avoir des armes nucléaires. La seule raison pour laquelle nous n'en avons pas, c'est que le dirigeant Khamenei nous dit de ne pas en avoir. » On sentait qu'ils étaient frustrés et en désaccord avec lui. Et maintenant, bien sûr, il n'est plus là. Ainsi, un modéré relatif, la personne qui s'opposait à l'acquisition d'armes nucléaires par l'Iran, a été écarté de la scène. Celui qui deviendra le prochain dirigeant de l'Iran pourrait avoir une vision très différente sur cette question. Oui, on dit que tous les modérés sont en train d'être tués par les bombardements américains. Oui. Je veux dire,
S'il y avait d'autres personnes modérées, il leur est très difficile de le rester maintenant, non? Après coup. C'est tout à fait vrai. L'impact économique, parce que le détroit d'Ormuz est actuellement fermé. Oui, je suppose que nous n'avons pas encore tout vu, car nous avons déjà constaté quelque chose, mais ce sera bien plus important que ce que Trump avait imaginé. Oui, eh bien, il ne croyait pas que cela arriverait, car il s'attendait à un changement de régime très rapide. Maintenant, j'ai examiné les chiffres ici, et j'ai découvert des choses très très intéressantes. Parce qu'une des choses qu'on entend partout dans les médias ici, ils disent « Oh, ça va être très mauvais, les prix vont augmenter, mais le pays qui va le plus souffrir, c'est la Chine. » Oui. La Chine importe tout ce pétrole du Golfe, et il passe par le détroit d'Ormuz. C'est complètement faux. C'est totalement faux. D'abord, quelque chose que je ne savais pas. La Chine produit 84% de son énergie. Je veux dire, c'est l'un des pays les plus autosuffisants au monde en matière d'énergie. Les États-Unis sont autosuffisants aussi, mais ce sont des exportateurs de pétrole. La Russie est autosuffisante, mais c'est aussi un exportateur de pétrole. La Chine, elle, n'exporte pas de pétrole, mais elle est remarquablement autosuffisante. Elle dispose de charbon, d'énergie nucléaire, de batteries, d'énergie solaire et de son propre pétrole, en quantité non négligeable, qu'elle produit pour sa propre consommation. Ainsi, la Chine importe du pétrole de nombreux pays. Son principal fournisseur, le pays qui exporte le plus de pétrole vers la Chine, est bien sûr la Russie. Ce n'était pas le cas il y a 4 ans, mais ça l'est aujourd'hui. La Russie est également très bien placée pour tirer parti des exportations de GNL, car le Qatar, qui était le plus grand exportateur de GNL du Golfe, ne peut plus en exporter par le détroit d'Ormuz. Les Russes ont donc établi une relation énergétique avec la Chine, et ils comptent bien en tirer profit. Je veux dire, ils enverront du pétrole et ils vendent du gaz naturel. Les Russes aiment travailler avec des prix à long terme parce qu'ils ont leur propre système de planification. Et les prix à long terme conviennent aux intérêts de la Chine car ils ne sont pas soumis aux fluctuations. Ainsi, les Russes ne diront pas « Eh bien, puisque le prix du pétrole aujourd'hui est de $84, nous allons facturer $84 à la Chine. » Ils opteront pour $60, car ils savent que le prix du pétrole finira par baisser, et il pourrait même descendre en dessous de $60. Mais ils veulent que ce soit stable sur le long terme. C'est ainsi que les Russes aiment faire des affaires, d'ailleurs. Et c'est aussi la manière dont la Chine aime faire des affaires. Les Russes sont donc les plus grands exportateurs. L'Arabie saoudite est également un grand exportateur de pétrole vers la Chine. Et après l'Arabie saoudite, il y a aussi l'Iran. Mais ce ne sont pas les seuls endroits au monde qui produisent du pétrole. Il y a le Nigeria, il y a l'Indonésie, il y a toutes sortes d'endroits dans le monde. La Chine va pouvoir traverser cette période. Et contrairement aux États-Unis, elle a constitué des réserves de pétrole à des niveaux très très élevés. J'étais à peu près la seule personne d'ailleurs en Occident. Enfin, vous savez, il y a quelques semaines, on parlait de nombreux navires transportant du pétrole russe en route vers la Chine. C'était il y a environ 3 semaines. Et certains disaient que c'était parce que l'Inde achetait moins de pétrole russe. J'ai dit non, c'est parce que la Chine fait des réserves de pétrole. Ils voient venir la crise. C'est ce que font les Chinois. Ils stockent du pétrole. C'est donc exactement ce qu'ils faisaient. Et bien sûr, ils ne se contentaient pas de stocker du pétrole ces dernières semaines. Ils ont accumulé du pétrole depuis des années. Les États-Unis, eux, ont réduit leurs réserves. Biden a libéré une grande quantité de pétrole des réserves américaines pour tenter d'atténuer la flambée des prix après la guerre en Ukraine. Lorsque Trump est devenu président, il a déclaré qu'il reconstruirait les réserves, mais il ne l'a jamais fait.
Au contraire, il les a encore diminués, car bien sûr, il voulait des prix du pétrole bas aux États-Unis. Ainsi, les États-Unis disposent aujourd'hui d'un stock très faible. La Chine, en revanche, en possède un très important. La Chine pourra surmonter cette situation, elle l'absorbera. Ceux qui seront très durement touchés, ce sont les Japonais, qui importent, je crois, environ 94% de leur pétrole du Golfe, par des pétroliers passant par le détroit d'Ormuz, lequel entretient désormais de mauvaises relations avec la Russie. Ils ne peuvent pas importer de pétrole de là-bas. Et bien sûr, les Européens sont eux aussi dans une très très mauvaise position, car non seulement ils n'importent plus de pétrole de Russie, mais ils n'importent plus non plus de gaz russe. Leurs propres réserves de gaz sont à un niveau extrêmement bas pour cette période de l'année. La Chine, elle, s'en sortira bien. L'Europe, ce seront les alliés de l'Amérique qui devront acheter du pétrole et du gaz. Et contre qui vont-ils devoir rivaliser? Ils vont rivaliser avec les États-Unis eux-mêmes, car si les prix du pétrole en Europe, au Japon, en Corée du Sud et sur tous ces marchés sont élevés, cela signifie aussi des prix de l'énergie élevés aux États-Unis. Le marché boursier sud-coréen s'est déjà effondré. Exactement. Oui, parce qu'ils savent que c'est une mauvaise nouvelle. Oui, exactement. Le problème du Japon en ce moment, c'est qu'il a vraiment besoin de la Chine, mais qu'il entretient de mauvaises relations à la fois avec la Russie et avec la Chine. Et même s'il a de bonnes relations avec les États-Unis, en réalité, les États-Unis veulent que tout l'argent du Japon aille en Amérique. Donc les États-Unis n'aident le Japon en rien. Non, exactement. Oui, Lavrov, ce n'est pas une surprise. Je suppose qu'ils ont simplement convenu qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Oui, c'est de cela qu'il s'agissait lors de l'appel téléphonique. oui. Et Oman, je trouve cela intéressant. Alors, est-ce Oman ou les États du Golfe en général qui sont plus neutres, un peu comme un pays cherchant à jouer les médiateurs ici et là? Je suppose que c'est pour cette raison que Wang Yi a appelé Oman. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a dit ici. Il a déclaré « J'espère que les pays du Golfe renforceront leur indépendance et leur autonomie, s'opposeront à toute ingérence étrangère, développeront de bonnes relations de voisinage et renforceront leur unité et leur coopération afin de vraiment prendre en main leur avenir et leur destin. » Je trouve que ce sont des mots assez forts qui reviennent en gros à dire « oubliez les États-Unis ». Vous devez travailler avec l'Iran pour résoudre cela. Est-ce ainsi que vous le voyez? Exactement. C'est précisément ce qu'il dit. Maintenant, Oman était le pays, je veux dire, il est un peu à part des autres États du Golfe. Il a agi comme médiateur entre l'Iran et les États-Unis lors des négociations et il a historiquement entretenu de bonnes relations avec l'Iran. Il est donc un peu à distance de certains autres. Mais quant au sens des propos de Wang Yi, le sens de ses mots, il est parfaitement clair. Il dit aux États du Golfe, « Regardez, vous vous êtes liés de si près aux États-Unis. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Vous êtes maintenant attaqués. Votre système énergétique s'effondre. Vos économies sont en crise. En faisant ce que les Américains vous disent, où cela vous a-t-il mené? » Et puis Fangwasu avec l'Iran, à la fois l'Iran et Israël. Donc, je suppose qu'avec l'Iran, c'est assez clair. Soutenir le droit de l'Iran à se défendre. Avec Israël, c'est un peu plus intéressant. Il a dit que la Chine a toujours préconisé de résoudre les points chauds internationaux et régionaux par le dialogue et la concertation. Toutes les parties devraient respecter les buts et principes de la Charte des Nations Unies et s'abstenir de recourir à la force ou de menacer d'y recourir dans les relations internationales. C'est également dans l'intérêt fondamental de toutes les parties, y compris d'Israël.
Donc en gros, il dit qu'ils sont contre le fait que vous utilisiez la violence, que vous ayez recours à la force, n'est-ce pas? Yes. That's exactly what he's saying. He's saying that what you're doing is Oui, completely c'est wrong. exactement ce qu'il dit. You've attacked another Il dit que ce que vous country faites est which was complètement faux, attacking you, que vous avez attaqué un autre pays qui ne vous attaquait pas, que c'est une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international. Et cela va mener, enfin, il parle dans l'un de ses comptes rendus de la loi de la jungle, j'ai remarqué. Oui, je veux dire oui, cela conduit à ce genre de situation chaotique. Et au final, ce n'est pas dans votre intérêt, car vous êtes peut-être un pays puissant en ce moment, mais vous restez un petit pays. Et cela, il ne l'aura pas dit, mais c'est quelque chose que les Israéliens doivent prendre en compte. Israël ne peut pas combattre l'Iran seul. Il ne peut affronter un pays comme l'Iran qu'avec les États-Unis. With the United States. And as the Gulf states are now realizing, Et comme les États du Golfe s'en rendent compte aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas un allié fiable à long terme. Donc, se dire, vous pouvez faire toutes ces choses terribles parce que les Américains seront toujours là pour vous, c'est insensé, fondamentalement faux. Il faut réfléchir à qui vous êtes réellement. Vous êtes un petit pays de 11 millions d'habitants sur un territoire très, très restreint. Vous ne pouvez pas vous permettre de maintenir un conflit permanent avec tous vos voisins indéfiniment. Si vous faites cela, ce sera très, très mauvais pour vous. La véritable garantie de votre sécurité, c'est la Charte des Nations Unies, le droit international, un système stable de relations internationales dont vous faites partie. Une autre chose à laquelle je pense que les États-Unis devraient faire très attention, c'est que tous ces États du Golfe, enfin leur population en réalité, sont très opposés aux États-Unis. Par exemple, il y a eu des pilotes qui se sont éjectés après que leurs avions ont été touchés au Koweït, n'est-ce pas? 3 pilotes. Eh bien, lorsqu'ils ont atterri, ils avaient peur de la population. Il y a eu des manifestations et les foules étaient très hostiles envers ces Américains, ce qui, je suppose, a surpris les Américains. En d'autres termes, ces monarchies sont pro-américaines, elles collaborent avec les États-Unis, mais leurs peuples ne le sont pas forcément. Donc, lorsque vous bouleversez complètement tout ce qui se passe au Moyen-Orient, il y a un risque, je pense, que les populations de ces pays se soulèvent contre leur pro-monarchie si le chaos, un chaos total, éclate dans la région. Ce serait un gros problème pour les États-Unis, n'est-ce pas? Problème énorme. Et j'ai compris qu'il y a eu beaucoup de manifestations à Bahreïn contre le gouvernement là-bas. Il faut que je te dise quelque chose. Enfin, tu connais cette histoire des 3 avions américains abattus au Koweït? On a parlé d'un incident de tir ami, mais apparemment, technologiquement, cela n'a aucun sens. Je me demande si le pilote koweïtien ne l'a pas fait exprès. Oui. Mais en général, j'ai simplement l'impression que les populations du Moyen-Orient ne sont pas d'accord avec leur monarchie, leurs dirigeants sur ce point. Et à long terme, cela pourrait poser problème. Je pense que cela fonctionne tant que les États-Unis peuvent protéger ces pays et qu'ils bénéficient des revenus du pétrole. Mais tout cela est très incertain en ce moment. Donc je pense que la situation est très fluide, voire instable. Eh bien, pour les États du Golfe, c'est un moment de crise. Je veux dire oui, parce que ce qui les a maintenus là où ils sont repose sur 2 choses. D'abord, leur conviction que les États-Unis les protégeraient toujours. Et ensuite, leur capacité à exporter du pétrole. Aujourd'hui, aucune de ces 2 conditions ne tient plus. Ils doivent se pencher au bord du gouffre et se demander que va-t-il se passer. Alors, que pensez-vous de l'appel téléphonique au ministère français des Affaires étrangères?
Ce que Wang Yi a déclaré, c'est que la communauté internationale devait résister à tout comportement violant le droit international et qu'il ne devait y avoir ni doute ni deux poids, deux mesures. Les grandes puissances ne peuvent pas attaquer arbitrairement d'autres pays en vertu de leur supériorité militaire et le monde ne peut pas revenir à la loi de la jungle. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est un langage incroyablement fort, et cela renvoie la rhétorique européenne contre elle-même. Souvenez-vous de l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'UEPOMember. Comment s'appelait-il déjà? Je n'arrive pas à m'en souvenir sur le moment, mais il parlait de la jungle et du jardin, tout cela. Il disait, « Eh bien, regardez, vous êtes la jungle. Vous êtes la jungle. Vous vous comportez comme la jungle. Nous ne pouvons pas laisser ce genre de choses se produire. Cela doit cesser. » Or, en l'occurrence, la France, qui entretient une relation très complexe avec l'Iran, a clairement fait savoir qu'elle n'était pas d'accord avec cela. Elle ne pense pas que cette attaque contre l'Iran ait été une bonne idée. Je pense donc que l'appel de Wang Yi à la France, qui reste un pays important en Europe, dans le contexte européen, visait au moins à rallier une certaine opposition européenne à cette action. Et certains pays européens, comme l'Espagne par exemple, s'y opposent très ouvertement. Borrell, c'est bien son nom? Borrell, Joseph Borrell, c'est lui qui parlait de la jungle. Qui est la jungle? Oui. Eh bien, je pense qu'en ce moment, les États-Unis veulent ramener le monde entier à l'état sauvage. Je pense que les États-Unis ont cette conviction que si le monde retourne à la jungle, d'une manière ou d'une autre, ils auront l'avantage ou quelque chose comme ça. Je pense que certaines personnes aux États-Unis croient cela. Trump lui-même le croyait probablement. Donc, il ne respecte aucun ordre que les États-Unis ont établi. La meilleure partie de l'ordre d'après-guerre était celle par le siège gun. Oui. Alors oui, il y a beaucoup de discussions sur la visite de Trump en Chine sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens se demandent si c'est vraiment nécessaire que Trump y aille. Je veux dire, quel est le but maintenant? D'accord, j'ai lu que même Trump lui-même, ainsi que les personnes qui préparent ce voyage, ne sont pas très bien préparés. Ils ont même essayé de tempérer les attentes. Donc, c'est Trump qui veut vraiment cela, c'est lui qui insiste, mais ses propres collaborateurs reconnaissent qu'ils ne sont pas bien préparés. Quel est exactement l'objectif ici? C'est ma question. Comment peut-il être bien préparé alors que vraisemblablement, il passe tout son temps, le peu de temps qu'il lui reste, à essayer de gérer cette catastrophe croissante au Moyen-Orient? Que va-t-il vraiment faire entre maintenant et la fin mars au cours des 2 prochaines semaines, alors que tout, comme je l'ai dit, est en crise au Moyen-Orient? La seule véritable chance, la seule chance rationnelle pour que cela se passe bien pour lui, serait que l'Iran s'effondre d'ici la visite et qu'il se rende en Iran en grand vainqueur et conquérant, ce qu'il pensait, à mon avis, voir se produire. Il croyait que l'harmonie s'installerait, que tout serait réglé là-bas, qu'il contrôlerait les exportations de pétrole iranien et qu'il irait rencontrer Xi Jinping avec ses cartes extrêmement fortes qu'il pensait avoir en main. Je répète ce que j'ai toujours dit. Au fond, tout ce que font les Américains tourne autour de la Chine. Et je pense que les Américains croyaient vraiment que l'Iran était d'une importance existentielle pour la Chine. D'ailleurs, ce n'est pas le cas, mais c'est du moins ce qu'ils pensaient. Ils se sont dit que si Trump s'y rendait en vainqueur, ce serait pour lui l'occasion de compenser l'humiliation qu'il avait subie en Corée du Sud il y a quelques semaines. Pour l'instant, il ne semble pas que les choses se passent ainsi, et je ne serais pas surpris qu'il annule la visite. Oui, juste pour faire le point.
parce que je regarde le porte-parole du ministère des Affaires étrangères tous les jours, d'accord? Donc ils se font bombarder de questions chaque jour. Quelqu'un demande toujours « Pouvez-vous confirmer sa visite? Pouvez-vous confirmer ?» Donc la dernière fois, il y a 2 jours, le matin, le porte-parole a dit « La Chine et les États-Unis sont en communication concernant les interactions entre les 2 chefs d'État. En ce qui concerne votre question précise, je n'ai aucune information à partager pour le moment. » C'est la réponse qu'il donne depuis le début. Laissons Trump en suspens. Pourquoi pas? Oui, je pense qu'avec la situation actuelle, il est plus probable qu'ils disent « d'accord, reporter » ou quelque chose comme ça. Ils vont probablement pas l'annuler complètement, mais ils diront qu'il y aura un retard. La Chine n'annule jamais rien complètement. Ils diront simplement « écoutez, ce n'est pas le bon moment ». Apparemment, juste pour te dire, l'un des problèmes, souviens-toi, Marco Rubio est toujours sous sanction de la Chine. Oui. Donc, Rubio essayait très fort de faire lever la sanction pour pouvoir aller en Chine. Apparemment, c'est l'un des sujets dont on parle sur les réseaux sociaux chinois, et je pense qu'il y a probablement une part de vérité là-dedans. Comme toujours, s'il veut que les sanctions soient levées, il devrait revenir sur ce qu'il a dit à propos du Xinjiang. Ce qui est faux, ce sont des mensonges, et s'en excuser. Mais bien sûr, il ne va pas le faire. Il s'est dit, c'est une occasion, maintenant que Trump vient, je dois l'accompagner, donc il faut lever la sanction. Et apparemment, la Chine, jusqu'à présent, y résiste. Donc, avant que la question de l'Iran ne surgisse, c'était l'un des principaux points d'après ce que j'ai compris. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est absolument intéressant. Rubio, d'ailleurs. Quel genre de ministre des Affaires étrangères est-il? Je pose la question. Il n'a eu aucune interaction avec la Chine. Il a eu une seule rencontre avec Lavrov il y a 1 an. Il ne mène pas de diplomatie internationale. Il est le vice-roi du Venezuela et essaie de renverser le gouvernement de Cuba. Et c'est tout ce qu'il fait. Oui, il est également sanctionné par la Russie. Donc je trouve cela assez remarquable. Nous avons un ministre des Affaires étrangères qui est essentiellement sanctionné à la fois par la Russie et par la Chine. Je trouve cela extraordinaire. Oui, oui, oui. Alors, concernant l'impact sur l'Ukraine et la situation avec la Russie, quelle est votre évaluation à ce sujet? Eh bien, pour l'Ukraine, c'est une catastrophe. Je veux dire, les Ukrainiens dépendent encore des Américains pour les fournitures militaires. Des missiles de défense aérienne, des missiles air-air, d'ailleurs, qu'ils essayent d'utiliser pour abattre des drones, toutes ces choses-là. Et si les Américains se concentrent désormais entièrement sur le Moyen-Orient et la situation avec l'Iran et n'ont plus d'armes à partager, eh bien, ils n'en ont même pas assez pour poursuivre cette guerre. Comment vont-ils continuer à approvisionner l'Ukraine? Et nous voyons ce que dit Trump, à quel point il est furieux que Biden ait gaspillé toutes ses armes en les donnant à l'Ukraine, et les propos désobligeants qu'il tient sur le président Zelensky. Il est donc difficile d'éviter l'impression qu'il va y avoir une coupure majeure dans les livraisons d'armes à l'Ukraine. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. L'autre grand problème pour Zelensky, c'est que si les États-Unis sont entièrement absorbés par le Moyen-Orient, ils n'auront plus de temps à lui consacrer. Toute la pression diplomatique que les Américains exerçaient sur les Russes pour parvenir à un accord de paix quelconque va s'estomper. Cela signifiera que les Ukrainiens se retrouveront seuls sur le champ de bataille. Et quel intérêt réel les États-Unis auront-ils à mener une guerre économique contre la Russie si toute leur attention est tournée vers l'Iran? Et par-dessus le marché, certaines suggestions laissent entendre que certains États arabes pourraient se tourner vers la Chine et la Russie
pour une médiation. Le prince héritier d'Arabie saoudite a appelé Poutine et a déclaré qu'il espérait, ou, en d'autres termes, qu'il pensait, que la Russie pourrait jouer un rôle constructif pour aider à désamorcer les tensions. Il souhaite que les Russes soient impliqués comme médiateurs, car la Russie entretient de bonnes relations à la fois avec l'Iran et même avec Israël. Donc si c'est vrai, si c'est le rôle que les Russes vont jouer, cela leur donnera également un levier sur les États-Unis. Pour Zelensky, c'est donc très mauvais. Et enfin, bien sûr, s'il devait y avoir une pénurie mondiale d'énergie, les Russes vendent beaucoup de pétrole sur les marchés au comptant. Ils pourraient finir par gagner plus d'argent. On spot markets, they're going to have more money. Oui, je pense que les Russes en tirent clairement profit. Je veux dire, c'est pas le but ou l'objectif des Russes, tu vois. Mais le fait est que cela aidera certainement la Russie. Mais les Européens, tu disais tout à l'heure que ce sont eux qui se sont forcés à réduire le pétrole, le gaz, et ainsi de suite. Penses-tu que c'est durable? Peuvent-ils continuer à ne pas acheter de produits à la Russie alors qu'ils pourraient lui acheter du gaz et du pétrole? Penses-tu qu'il y aura des changements à ce niveau-là? Je pense qu'il y aura des changements à terme. Il le faudra bien. Mais pour l'instant, les dirigeants européens restent aussi obsédés que jamais par la Russie. Il est difficile pour les gens en Chine, je crois, de comprendre à quel point ils sont obsédés par la Russie. Eh bien, les Russes ne le comprennent pas non plus. Mais l'une des raisons pour lesquelles les Britanniques et les Allemands, surtout les Britanniques, sont mécontents de cette confrontation entre les États-Unis et l'Iran, c'est que, si l'on regarde les médias britanniques, ils disent « Eh bien, vous savez, les Américains ne se concentrent pas sur le véritable ennemi, qui est la Russie, et à quel point c'est grave. » Donc je ne pense pas que, dans les prochains mois, même si les coûts de l'énergie explosent à travers l'Europe, ils vont inverser leur politique à l'égard de la Russie ou cesser d'acheter du pétrole et du gaz russe. Et comme les Russes ne cessent de le leur rappeler, plus ils tardent à rétablir ces relations commerciales, plus les Russes concluent des contrats à long terme avec d'autres acheteurs, et moins il reste de pétrole, et bien sûr de GNL, gaz naturel liquéfié, ou même de gaz de pipeline pour les Européens. Il arrivera donc un moment, je pense que nous avons déjà en partie dépassé ce moment, où, même s'il y avait en Europe le souhait de revenir à la situation d'avant février 2022, ce serait impossible. Je soupçonne que c'est déjà impossible. S'ils changeaient de politique maintenant, ils obtiendraient un peu de pétrole russe et un peu de gaz russe, mais pas dans les volumes que nous connaissions auparavant. Et bien sûr, l'autre facteur, c'est que les Russes ne font plus confiance aux Européens. Oui, ce genre de choses. Oui, il est facile de détruire la confiance, mais très difficile de la reconstruire. Exactement. Exactement. C'est un point que j'ai soulevé de très nombreuses fois. Toutes sortes de personnes, surtout en Allemagne d'ailleurs, me disent « Eh bien, il n'y a aucune possibilité que les Russes préfèrent jamais une relation à long terme avec la Chine plutôt qu'avec nous en matière de gaz et d'énergie, puisque nous payons tellement plus. » J'ai répondu « Écoutez, vous ne comprenez pas. La confiance est un élément essentiel du commerce. Il faut faire confiance à son partenaire, même si ce partenaire paie moins. Si vous pouvez lui faire confiance, vous préférerez toujours ce partenaire à un autre en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. C'est évident. Oui, c'est intéressant. Tucker Carlson a animé une émission, une sorte de monologue en solo pendant plus de 2 heures. Il parlait de la situation. L'une des choses qu'il a mentionnées, c'est qu'il ne peut pas vraiment l'expliquer, mais qu'il a le sentiment que, au sein de l'élite américaine, vous savez, le cercle de Washington, il existe un groupe de personnes qui, au fond, détestent en réalité l'Europe, en particulier l'Europe occidentale.
êtes-vous d'accord qu'il existe de tels éléments? Do you agree that there is some elements in there? There absolutely are. I mean, there is a strong anti-European. Il y en a absolument. Je veux dire, il existe un fort courant anti-européen et aussi un courant très marqué anti-britannique dans la vie américaine. Bien sûr, les opinions varient selon les personnes. Il y a une sorte de groupe très idéaliste qui croit que l'Amérique est merveilleuse, que l'Amérique était parfaite et innocente de tout, jusqu'à ce que ces affreux Britanniques arrivent, corrompent d'une manière ou d'une autre les Américains, les détournent de leur pureté républicaine et les entraînent dans les affaires d'empire. On croise des gens comme ça tous les jours. Ils sont assez nombreux. Mais il y en a d'autres qui disent d'autres choses. Et c'est plus pratique et plus réaliste. Pourquoi l'Amérique s'implique-t-elle sans cesse dans les problèmes de l'Europe? Pourquoi sommes-nous sans cesse entraînés et impliqués dans les problèmes de l'Europe? C'est bien pour laisser ces problèmes derrière eux que nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents sont venus en Amérique à l'origine. Alors, le fait que les Européens essayent constamment de nous ramener dans leurs affaires n'est pas quelque chose que nous devrions accepter. Les Européens sont des peuples vieux, épuisés, corrompus, belliqueux, fascistes, communistes, de gauche, de droite, peu importe ce qu'ils pensent être à un moment donné, nous ne devrions pas en faire partie. Et c'est une opinion très répandue. Je l'entends tous les jours. Je reçois sans cesse des messages de gens qui me disent cela. Même mon accent, pour certaines personnes aux États-Unis, pose problème. Le fait que je parle avec un accent britannique est un problème. Eh bien, selon Tucker Carlson, voici ce qu'il a dit jusqu'à présent. Il pense que les perdants sont bien sûr les États du Golfe, ils ont été touchés. Et bien sûr, leurs exportations de pétrole posent désormais problème. Mais il pense aussi que les Européens sont les perdants, car tout d'abord, les prix de l'énergie vont certainement augmenter, et cela nuit à l'Europe. De plus, si l'Iran s'effondre complètement, les réfugiés iront à nouveau en Europe. Donc, Adam Setson poursuit. Il a raison, absolument raison. Mais ensuite, bien sûr, il pense aussi que les États-Unis sont les perdants dans cette affaire. Parce que si les prix de l'essence augmentent, et bien sûr, ce sont les États-Unis qui payent pour ça, n'est-ce pas? Donc, il pense... Maintenant, il n'a pas mentionné le Japon. Je ne pense tout simplement pas que cette partie l'intéresse, mais je trouve cela intéressant. Je pense que c'est juste. Oui. Eh bien, on peut dire qu'il n'était pas très content, car il pense aussi qu'il y a un groupe de personnes, des politiciens américains, qui ne servent tout simplement pas les meilleurs intérêts des États-Unis. Je pense que c'est tout à fait exact. Je pense qu'il y a un petit groupe de personnes, pas très grand, tu sais, pas nombreux. On pourrait probablement tous les réunir dans une seule salle de conférence. Mais ce sont eux qui détiennent le pouvoir. Et ils continuent de s'en tenir à cette politique étrangère très agressive, hégémonique et néo-impérialiste, qui, à mon avis, devient de plus en plus impopulaire auprès de la plupart des Américains. On peut le voir dans les sondages d'opinion concernant cette dernière opération. Une chose que je me suis souvent demandé concernant les Américains qui détestent l'Europe, je pense qu'il y a aussi des gens aux États-Unis qui ne veulent tout simplement pas que l'Allemagne et la Russie se rapprochent trop. Non? Ils pensent que c'est dangereux. Si l'Allemagne et la Russie formaient une alliance, je crois que les États-Unis n'aimeraient vraiment pas ça du tout. Eh bien, vous savez, c'est très intéressant que vous le formuliez ainsi, parce que ma femme, qui est à moitié allemande, sa mère était allemande, emmenait régulièrement des Américains en Allemagne. Elle avait eu, à une époque, quand elle était étudiante, un emploi de guide ou quelque chose de ce genre.
Et elle disait que l'endroit où les groupes américains étaient toujours les plus tendus, c'était Berlin. La raison en était que, dans leur esprit, l'Allemagne de l'Est était à la fois nazie, communiste, pro-russe et allemande. Donc toutes ces choses dont vous parlez remontaient à la surface. Cela l'intriguait beaucoup à l'époque qu'il y ait une hostilité aussi forte envers ces deux pays. Elle disait d'ailleurs que c'était surtout les personnes âgées qui pensaient ainsi. Et évidemment, l'idée que ces deux pays très mauvais puissent s'unir les effrayait énormément. Obama espionnait Angela Merkel. Souviens-toi, nous avions mis quelque chose sur son téléphone. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il devait être très inquiet de ce que faisait l'Allemagne ou quelque chose comme ça pour aller à un tel extrême, non? Exactement, c'est le cas. Maintenir l'Allemagne et la Russie séparées a été une obsession de la politique étrangère américaine et aussi de la politique étrangère britannique. Eh bien, je peux voir qu'avec la puissance industrielle de l'Allemagne et les ressources naturelles illimitées de la Russie, cela pourrait être quelque chose de très redoutable. Oui, oui. Et maintenant, la Russie est amie avec la Chine. Et l'Allemagne a aussi entretenu de bonnes relations avec la Chine. La Chine, la Russie et l'Allemagne, eh bien, que Dieu nous vienne en aide. C'est digne d'un cauchemar. Écoutez, Ce ne serait pas un cauchemar, ce serait une chose merveilleuse et positive. ce serait un cauchemar pour la Grande-Bretagne. Mais les Britanniques et les Américains le voient différemment. Oui, je penserais que c'est une bonne chose pour le monde, probablement, mais nous ne le sommes pas. Xi Jinping a désigné Merkel de la main, au passage. Vous savez, Merkel était récemment en Chine. Et je relisais tout ce que Xi Jinping avait dit à Merkel. Il essayait de lui faire comprendre pourquoi de bonnes relations entre la Chine et l'Allemagne sont bénéfiques pour les deux pays. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Ce n'est pas la Chine qui gagne plus que l'Allemagne. Mais je ne pense pas que Merkel l'ait vraiment compris. Mais pourquoi l'Allemagne choisit-elle le camp britannique et américain plutôt que celui de la Russie et de la Chine? L'Allemagne a le pouvoir de choisir n'importe quel camp. Pourquoi s'aligne-t-il avec... C'est très difficile à expliquer aux personnes venant de l'extérieur de l'Europe. Mais je pense que la Chine joue ici un rôle important. Les Allemands, à un niveau assez profond, n'ont pas vraiment beaucoup réfléchi à la Chine. En revanche, la Russie est le colosse de l'Est, et il existe une très longue rivalité enracinée entre l'Allemagne et la Russie. Il y a aussi des dimensions religieuses à cela. La Russie est orthodoxe ou communiste, que Dieu nous aide. L'Allemagne est chrétienne et majoritairement catholique, ou très catholique. Et il y a toujours eu ce sentiment que les deux géants de l'Europe se méfiaient énormément l'un de l'autre, se montraient très hostiles l'un envers l'autre. C'est d'ailleurs beaucoup plus fort du côté allemand que du côté russe. Karl Marx, n'est-ce pas? Il est allemand, non? C'est un juif allemand. Donc le communisme vient en fait d'Allemagne. Absolument, correct. Tout à fait vrai. Mais alors, vous voyez, c'est intéressant que vous disiez cela. Parce que Marx lui-même, il n'a pas toujours été très amical envers la Russie, mais il a développé de bonnes relations avec de nombreux socialistes russes. Tandis qu'Engels, lui, ne l'a jamais vraiment fait. Et Engels, je veux dire, c'était un homme brillant, mais l'une des choses dont il ne s'est jamais remis, c'est de l'attitude et de l'hostilité allemande envers la Russie. Il a écrit à ce sujet. Et Staline a en fait écrit, bien plus tard, une sorte de réponse à ce qu'Engels avait écrit. C'est assez important dans le contexte russe. Staline a contacté tous les instituts et a dit « Écoutez, le fait qu'Engels ait écrit toutes ces choses sur nous ne signifie pas que nous ne valorisons pas ce qu'il a accompli.
Mais cela ne veut pas dire non plus que nous devons être d'accord avec lui à ce sujet. But that doesn't mean that we have to agree with him about them either. Before I let you go, so looking forward at the midterm. Avant de te laisser partir, I think donc, yesterday or en regardant vers les élections de mi-mandat, d'accord, je pense qu'hier n'était que le début des primaires. Une chose qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est qu'au Texas, il y a eu une primaire. Ce type, c'est un sortant, Dan Crenshaw, tu sais, le gars avec le bandeau sur l'œil, un peu l'air d'un pirate, c'est un sortant, et il a pas mal perdu. Donc, peut-on dire que probablement les sortants, cette année, sont... probably the incumbent this year are dangerous, are Yeah, not Tu sais, je l'aurais cru aussi. Et je pense que nous verrons que l'un des grands problèmes des États-Unis est le suivant. L'un des messages importants de 2024, c'est qu'il s'agissait d'un vote où des dizaines de millions d'Américains ont clairement exprimé leur désir de changement. Ils voulaient un changement en politique étrangère. Ils voulaient un changement en politique intérieure. Ce changement n'est pas venu, et certains d'entre eux vont être très en colère. And some of them are going to be very angry. Yeah. I mean, after the war, Oui, oui. and after you- Je veux dire, après la guerre, après que Trump a frappé l'Iran, Marjorie Taylor Greene, sur sa plateforme sur X, était très en colère à ce sujet. Elle a dit « Ce n'est pas pour ça que nous avons voté, ce n'est pas l'Amérique d'abord ». Et ça a eu, je ne sais pas, 1,3 million de vues ou quelque chose comme ça. Donc, le sentiment, elle fait partie du mouvement MAGA, je dirais qu'elle est un peu une figure de proue de MAGA. Et si elle ressent ça, et que beaucoup de gens dans les commentaires sont d'accord avec elle, je pense que les partisans de MAGA sont très très déçus de Trump en ce moment. I think MAGA are very disappointed with Trump right now. I think absolutely. I think this is going to be a Je le pense absolument. major. Cela va être un changement majeur. Ces élections de mi-mandat vont avoir énormément d'importance. Je pense que les républicains vont subir une lourde défaite, mais les démocrates ne sont pas en bonne posture non plus. Je crois que nous allons commencer à voir beaucoup plus de personnes au Congrès qui seront bien plus critiques envers le système politique que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et mon Dieu, nous en avons besoin. Lumber en a besoin. My goodness, we need that. America needs it. They are more and more candidates. De plus en plus de candidats déclarent « Je ne prends pas l'argent de l'AIPAC », ce qu'on ne voyait pas beaucoup auparavant. Donc je pense que c'est un bon signe. Les gens en ont assez de cette guerre et beaucoup tiennent Israël pour responsable. Je pense qu'Israël mérite une part de blâme, mais en fin de compte, c'est la décision de Trump, non? It is Trump's decision, right? Oh, absolutely. I mean, he's Oh, one of the most absolument. pathetic things Je veux dire, over the l'une des last choses les plus pathétiques de ces derniers jours, c'est la façon dont certains responsables américains ont essayé de se cacher derrière Israël. Nous allions attaquer l'Iran. Mais la raison pour laquelle nous allions attaquer l'Iran, c'était parce qu'Israël allait attaquer l'Iran. Voilà le gouvernement des États-Unis. Voilà le président des États-Unis. Israël est un pays de 11 millions d'habitants, totalement dépendant des États-Unis. Et vous allez me dire, sérieusement, que le président des États-Unis fait ce que les Israéliens lui disent de faire. C'est une affirmation absurde. Cela ne montre-t-il pas que les choses ne se passent pas très bien? Parce que si tout allait bien, ils ne mettraient pas Israël en avant. C'est leur faute. Ils préparent Netanyahou à servir de bouc émissaire si les choses tournent mal ou quand elles tourneront mal. Merci beaucoup. Merci. À vous aussi. So much. Have a Thank good you. Speak to you too.